Au bord des chemins, en ce pays de vignes, ils élevaient des pierres, ils façonnaient des murgées sur une terre rouge au pied de la colline Saint-Pierre. Un jour, un homme a dit, si nous dressions de nos mains une montagne de livres, et si dans l'instant nous appelions l'encre et le papier, si les mots enfin libérés descendaient des coteaux comme des rois mages, et si, près du moulin à huile, nous cherchions une source, un vent de brume, pour que nos doigts tournent les pages, pour que nos yeux suivent les lignes, pour aller au-delà, à l'envers des collines. L'homme a dit, devenons fous, sur ces tables déposons le savoir, sur des paroles écrites, enfourchons d'autres paroles, des phrases qui naissent ailleurs dans les vallons, ailleurs au premier sable des déserts, là où ne poussent même pas les herbes folles. Et puis les livres sont venus s'accrocher aux murs blancs comme des grappes, pour des vendanges menant à d'autres ivresses. Un matin, d'un village au loin, des curieux sont arrivés, sont repartis, racontaient qu'ils venaient d'entrer au paradis, que dans leurs paumes, des mots s'étaient blottis, que sous leurs yeux, des signes inconnus sont venus, et même des oiseaux ayant abandonné pour un temps leur pommier. L'homme a dit, à présent, devenez raisonnable. Moi, je m'en vais un temps converser sous les arbres avec mes amis les abeilles, écouter chanter la cascade de Colombey, et si le vent se montre conciliant, retrouver le sommeil. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette 5e édition de la Nuit de la Lecture dont le thème est le voyage et l'évasion. Cette édition 2021 vous est proposée sous format vidéo étant donné la situation. Le premier extrait que va vous lire Juliette provient d'un livre mondialement connu, tout comme son auteur. C'est en 1942 qu'Antoine de Saint-Exupéry commence à écrire Le Petit Prince pendant son exil aux États-Unis. Il y aborde différents thèmes, toujours sous forme de dualité, comme l'enfance et l'âge adulte, le visible et l'invisible, le voyage et la sédentarité. Il ne connaîtra pas l'édition de son livre de son vivant, puisque le 13 avril 1943, il s'envole pour rejoindre les forces françaises libres en Algérie française. Le livre sera publié 2 ans après sa mort, en 1946. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait « Histoire vécue ». Ça représentait un serpent boa qui avalait un faune. On disait dans le livre « Les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. » J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu « Pourquoi un chapeau ferait-il peur ?» Mon dessin ne représentait pas un chapeau, il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté des dessins de serpent boa ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné à l'âge de 6 ans une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona. C'est très utile si l'on est égaré pendant la nuit. J'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux. J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'ai rencontré une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1, que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensible. Mais toujours, elle me répondait « c'est un chapeau ». Alors, je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée.
Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. J'ai ainsi vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement, jusqu'à une panne dans le désert du Sahara il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur, et comme je n'avais avec moi ni mécanicien, ni passager, je me préparais à essayer de réussir seule une réparation difficile. C'était pour moi une question de vie ou de mort. J'avais à peine de l'eau à boire pour 8 jours. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » « Hein ? Dessine-moi un mouton. » J'ai sauté sur mes pieds comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire qui me considérait gravement. Voilà le meilleur portrait que plus tard j'ai réussi à faire de lui. Mais mon dessin, bien sûr, est beaucoup moins ravissant que le modèle. Ce n'est pas ma faute. J'avais été découragée dans ma carrière de peintre par les grandes personnes à l'âge de 6 ans, et je n'avais rien appris à dessiner, sauf les boas fermés et les boas ouverts. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. N'oubliez pas que je me trouvais à 1000 milles de toute région habitée. Or, mon petit bonhomme ne me semblait ni égaré, ni mort de fatigue, ni mort de faim, ni mort de soif, ni mort de peur. Il n'avait en rien l'apparence d'un enfant perdu au milieu du désert, à 1000 milles de toute région habitée. Quand je réussis enfin à parler, je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il me répéta alors tout doucement, comme une chose très sérieuse. « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Alors, aussi absurde que cela me semblait, à 1000 milles de tous les endroits habités et en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylographe. Mais je me rappelais alors que je savais surtout étudier la géographie, l'histoire, le calcul et la grammaire. Et je dis au petit bonhomme, avec un peu de mauvaise humeur, que je ne savais pas dessiner. Il me répondit « Ça ne fait rien, dessine-moi un mouton. » Comme je n'avais jamais dessiné un mouton, je refis pour lui l'un des 2 seuls dessins dont j'étais capable, celui du boa fermé. Et je fus stupéfait d'entendre le petit bonhomme me répondre « Non, non, je ne veux pas d'un éléphant dans un boa. Un boa, c'est très dangereux, et un éléphant, c'est très encombrant. Chez moi, c'est tout petit. J'ai besoin d'un mouton. Dessine-moi un mouton. » Alors, j'ai dessiné. Il regarda attentivement, puis « Non, celui-là est très malade. Fais-en un autre. » Je dessinai. Mon ami sourit gentiment, avec indulgence. « Tu vois bien, ce n'est pas un mouton, c'est un bélier. Il a des cornes. » Je refis donc encore mon dessin, mais il fut refusé, comme les précédents. « Celui-là est trop vieux. Je veux un mouton qui vive longtemps. » Alors, faute de patience, j'avais hâte de commencer le démontage de mon moteur. Je griffonnais ce dessin-ci, et je lançai. « Ça, c'est la caisse. Le mouton que tu veux est dedans. » Mais je fus bien surpris de voir s'illuminer le visage de mon jeune juge. « C'est tout à fait comme ça que je voulais. Crois-tu qu'il faille beaucoup d'herbe à ce mouton ? » ?»« Pourquoi ? » ?»« Parce que chez moi, c'est tout petit. »« Ça suffira sûrement. Je t'ai donné un tout petit mouton. » Il pencha la tête vers le dessin. « Pas si petit que ça, tiens. » Il s'est endormi. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince. Jack London est un écrivain américain célèbre pour ses thèmes de prédilection, l'aventure et la nature sauvage. Nous lui devons entre autres les romans Cro-Blanc, L'appel de la forêt ou encore Le vagabond des étoiles. Dans ce dernier livre, dont Agnès va vous lire un extrait, le héros est condamné à mort, incarcéré dans un pénitencier californien et il subit la torture de la camisole de force.
Pour échapper à cette situation, il pratique l'auto-hypnose et s'évade par la pensée. Il devient tour à tour un escrimeur sous Louis XIII, un jeune garçon pendant la ruée vers l'or ou un naufragé sur les côtes de Corée. Livre fantastique, hymne à l'imaginaire, roman d'aventure, mais livre engagé également, qui critique le système pénitentiaire américain du début du XXe siècle. L'extrait qui va vous être lu situe notre héros emprisonné dans sa camisole de force lorsqu'un voisin de cellule lui donne un secret, comment survivre à la torture. Je me souviens encore de la première fois où je subis le supplice de la camisole. On me fit descendre au cachot et je reçus l'ordre de m'étendre sur la toile, la face contre le sol. J'ai refusé. Alors, pour me faire céder, un des geôliers, un certain Morrison, m'enfonça ses pouces dans la gorge. Un autre nommé Mobbins, lui-même détenu mais passé homme de confiance, me frappa à coups de poing à plusieurs reprises. Finalement, je cédai et fis ce qu'on me demandait. Ma résistance avait déplu à mes bourreaux, moyennant quoi ils serrèrent le lacet d'un cran de plus. Puis ils me roulèrent sur le dos comme ils auraient fait d'une souche de bois. La première impression ne me sembla pas bien terrible. En s'en allant, ils refermèrent la porte de mon cachot, firent basculer les leviers des verrous en grands fracas et cliquetis et me laissèrent dans l'obscurité complète. Il était 11 heures du matin. Pendant quelques minutes, je n'éprouvais rien d'autre qu'une incommode contraction de tout le corps qui devait, me semblait-il, se calmer lorsque je m'y serais habituée. Mais ce fut le contraire qui arriva. Mon cœur se mit à battre violemment et j'eus l'impression que mes poumons étaient soudain devenus incapables d'absorber une quantité d'air suffisante pour me permettre de respirer. Cette sensation d'étouffement que j'éprouvais était terrifiante. À chaque battement de mon cœur, je le croyais près d'éclater et à chaque aspiration, je m'attendais à voir mes poumons se rompre. Au bout d'une demi-heure, je n'avais pas encore l'expérience de la camisole, et cette demi-heure fut estimée par moi à plusieurs heures. Je me mis à crier, à pousser des hurlements d'effroi, à rugir en proie à une véritable démence d'agonisant. De sourde d'abord, la douleur avait tourné à la souffrance aiguë. Je me croyais atteinte d'une pleurésie artificielle, et je recevais une série de coups de poignard dans le cœur. Mourir soudainement n'est rien. Mais cette mort lente et raffinée était affolante. Telle une bête sauvage prise dans un piège, j'éprouvais une épouvante démentielle et j'éclatai après de courts répits de silence en nouveaux hurlements et rugissements. Jusqu'au moment où je me rendis compte que ces exercices vocaux ne faisaient qu'aggraver les coups de poignard au cœur et consommer davantage encore l'air raréfié de mes poumons. Je me tus et m'imposai de me tenir désormais tranquille. J'y parvins à force de volonté durant un temps qui me parut éternel et qui certainement ne dépassa pas un quart d'heure. Alors je fus saisie d'un vertige. Mon cœur battit à faire craquer la toile et à demi asphyxiée, je perdis tout contrôle de moi-même. Cris et hurlements reprirent de plus belle et j'appelai au secours. Au beau milieu de cette crise, j'entendis une voix qui sortait du cachot voisin. Elle filtrait à travers l'épaisseur des murs et me parvenait à peine. « Ferme ta gueule, disait-elle. Tu m'embêtes à la fin. »« Je meurs. »« J'ai rien, t'en occupe pas, répondit l'autre. »« Je vais mourir. Il me semble que je suis finie. Ils sauront ma peau, s'ils continuent comme ça. » Ne leur donne pas ce plaisir. Il existe un moyen de leur échapper. Explique. Explique-toi. Voici donc de quoi il s'agit. Il faut mourir artificiellement. Oui, vouloir mourir. Tu piges pas. Évidemment. Patience. Quand tu es dans la camisole, ton bras, tes jambes ou une autre partie de ton corps s'engourdissent, tu le sais. Ils s'engourdissent d'eux-mêmes et tu n'y es pour rien. Mais prends pour base cet exemple et améliore-le. Voici comment tu procèdes. Mets-toi à l'aise sur le dos, aussi bien que tu le peux, et tout de suite, avant même que tes bras ou tes jambes s'ankylosent, tu commences à faire agir ta volonté.
Mais avant tout, il faut avoir la foi. Sinon, rien à espérer. Et ce qu'il est nécessaire que tu crois, c'est que ton corps est une chose et que ton esprit en est une autre. Ton esprit est tout. Ton corps, au contraire, ne compte pas. Il ne vaut pas même un peu de la peur. Il ne sert qu'à t'encombrer. Ton esprit lui ordonne de mourir. Tu commences l'opération par les 2 orteils. Tu les fais mourir, l'un après l'autre. Puis après eux, tous tes doigts de pied. Tu veux qu'ils meurent. Et si tu as la foi et la volonté, ils mourront. Bon, le début est le plus difficile. Quand le premier orteil est mort, le reste, c'est rien. Pour croire, tu n'as plus à te tourmenter les ménages. Ta volonté opère sans peine pour le restant du corps. Je l'ai fait 3 fois, je sais. Le plus curieux, c'est que pendant que ton corps est en train de mourir, ton esprit reste tout à fait lucide. Ta personnalité subsiste. Après tes pieds, tes jambes sont mortes. Puis les genoux, puis les cuisses. Et à mesure que la mort monte, toi, tu restes le même. Ton corps, seul, abandonne la partie, morceau par morceau. Je demandais, qu'arrive-t-il ensuite? Quand ton corps est mort, bien mort, et que ton esprit se sent intact, tu n'as plus qu'à sortir de ta peau et à la laisser derrière toi. Et la quitter, c'est aussi quitter ta cellule. Les murs de pierre et les portes de fer sont faits pour garder les corps. Ils ne peuvent pas enfermer les esprits. 3 fois, je l'ai fait. Et 3 fois, j'ai vu alors que mon moi était dehors. Jean-Claude Carrière est un écrivain, parolier, scénariste et metteur en scène français. Nous lui devons entre autres les scénarios de Belle de jour avec Catherine Deneuve ou encore Le Tambour. En 1957, il rencontre Jacques Tati, réalisateur célèbre, avec qui il co-signe différents courts et longs métrages. En 1985, il adapte en roman le film de Jacques Tati, Les vacances de Monsieur Hulot, réalisé en 1953. Cette histoire relate les vacances d'été de Monsieur Hulot dans un paisible hôtel familial. Mais sa maladresse lui fait commettre de nombreuses bévues. À travers différentes anecdotes, il dépeint différents types de vacanciers à une époque où les vacances à la mer deviennent une tradition sous l'impulsion des congés payés. Exode massif des vacances. Grande migration du mois de juillet. On part à la conquête de nouveaux cieux, de nouveaux sables. Nous avons quitté Paris ce matin, ma femme et moi, perdus dans une troupe d'estivants pêle-mêle et braillards. Les uns vont ici, les autres là. On se rencontre. Sac tyrolien et canne à pêche, contrôleur ahuri qu'on houspille, coups de sifflet, piétinement, appel, enfants giflés, chointement des machines. Il y avait beaucoup de monde dans cette gare. Il y avait aussi, pour notre malheur, 3 quais. Le quai numéro 1, le quai numéro 2 et le quai numéro 3. Et les haut-parleurs étaient enroués. Avez-vous remarqué que tout individu, même s'il est de bon sens et très en avance, perd tout son sang-froid et toute dignité dès qu'il pénètre dans la plus inoffensive des gares? Il court au hasard, il s'affole, brandit ses billets, égare ses bagages, apprend enfin qu'il devra patienter pendant 50 minutes et ne comprend plus. Nous en étions là, au milieu d'une foule épaisse, nous tournions comme des tonneaux. Alors les haut-parleurs se mirent de la partie, pompeux et déréglés. Ils clamèrent « Attention, attention !» Chut, fit la foule. « Attention, attention !» Nous étions braqués sur les entonnoirs. Hélas, rien n'en sortit, rien qu'une série de borborigmes, de grincements, de crépitements et de soupirs qui se terminaient par « Quai numéro, numéro !» 1, 2 ou 3, mystère. Et quel était le train? Où allait-il? Là, cria quelqu'un. Quai numéro 3. Nous plongeons en désordre dans le passage souterrain. Autour de nous, suspendus au haut-parleur, suent et soufflent les voyageurs de vacances, les gosses, les femmes auréolées de paille, les hommes, bêtes de somme au regard las, les filets à crevettes brandis par-dessus la mêlée, les petits seaux, les petites pelles, les râteaux et les jupes à fleurs. Attention, attention!
Quel numéro? Quel numéro? Quel numéro? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Demandent les gens qui passent en courant. Il a parlé de Saint-Malo, de Lorient. De Lorient, ce n'est pas possible. Dans la cohue qui m'entoure, je m'efforce de ne pas perdre de vue la silhouette de mon épouse qui se démène devant moi à quelques mètres. Une poignée de valises casse. À bout de souffle, nous émergeons sur le quai numéro 3. Mais le train n'est plus là. Envolé, disparu. Attention, attention, les voyageurs à destination 2, à destination 2. Un craquement. Il n'y a rien à faire, rien à comprendre. Un convoi ralentit sur le quai numéro 2. Vite, nous replongeons dardard dans le passage souterrain qui n'a jamais connu d'affolement semblable. Et je vais, je viens, je monte, je descends, je remonte. Soupir et jurer. Les enfants piaillent. On leur avait promis du sable et de l'eau, ils n'ont qu'une gare et des gifles. Les femmes hurlent, les hommes suivent. Les haut-parleurs déversent avec une imbécile gravité des recommandations obscures. Un soulier de femme, las de tourner en rond, quitte le pied qui traînait et reste là, à l'abandon. Quand à force de sueur, nous parvenons sur le quai numéro 2, le train n'est plus qu'une tache noire qui s'éloigne en fumant. Encore raté. Je n'en peux plus. J'ai envie de m'asseoir sur une marche d'escalier et d'y passer mes vacances. Attention, attention! On tend l'oreille, en vain. Quai numéro 1, crie-t-on. On y court. Nous voici sous terre une fois de plus. Attention, attention! Les trains dansent autour de nous un ballet narquois. Je suis exténuée, hors d'haleine, et ce n'est qu'un départ après tout. Ma femme se retourne de temps en temps pour voir si je la suis quand même. Sur les murs du passage souterrain, des affiches vantent le charme de l'Auvergne. On me bouscule, on me tiraille, on m'écrase. Par un de ces miracles dont le hasard et peut-être ma femme ont le secret, nous nous retrouvons assis vaille que vaille dans un compartiment surchauffé. Comme chaque année, à la même date, nous regardions défiler les mêmes bocages, les lignes d'arbres, les collines interminables, tous ces paysages inachevés. « Que de verre !» s'écriait ma femme. Sur les routes au passage à niveau, nous apercevions des automobiles bondées, bardées d'engins de pêche, blanches de poussière et criblées de gravier. Tout le peuple des villes se déplaçait en grande fanfare, les moteurs ronflaient, des mains tendues désignaient un site historique, un mamelon célèbre. « Que de verre !» disait encore ma femme. Et quand elle était un peu lasse de la verdure, elle remarquait en tendant le doigt. « Oh, une vache là-bas !» Et puis une autre. De pré en pré, de vache en vache, nous partions en vacances. Werner Herzog est un réalisateur, acteur et metteur en scène allemand dont les films les plus connus sont Fitzgerald, Aguirre, la colère de Dieu. Un ami parisien m'a téléphoné à la fin novembre 1974. Il m'a dit que Lotte Heiner était très malade et elle allait sans doute mourir. J'ai répondu « Cela ne se peut pas, pas maintenant. Le cinéma allemand ne peut pas encore se passer d'elle. Nous ne devons pas la laisser mourir. » J'ai pris une veste, une boussole, un sac marin et les affaires indispensables. Mes bottes étaient tellement solides, tellement neuves, qu'elles m'inspiraient confiance. Je me mis en route pour Paris par le plus court chemin, avec la certitude qu'elle vivrait si j'allais à elle à pied. Et puis, j'avais envie de me retrouver seul. Mon journal de marche n'était pas destiné à être lu. Aujourd'hui, 4 ans après, quand j'ai repris ce petit carnet de notes, il m'a ému d'étranges manières et le désir de le faire lire à d'autres m'a aidé à surmonter le gêne de cette mise à nu devant des regards étrangers. Seuls quelques passages très intimes ont été supprimés. Voici l'avant-propos de l'œuvre Le chemin des glaces, dont Christian va vous lire les dernières pages. Vendredi 13 décembre. Marcher toute la nuit, périphérie de Paris. Vint un jour où mon grand-père refusa de se lever de sa chaise devant la porte. Cela se passait dans une ferme. En guise de corde à linge, on avait tendu entre deux piquets pourris un fil de fer où pendaient des épingles. Des canards pataugeaient dans un petit trou d'eau boueuse. Plus loin, une grange, puis une maisonnette comme on en construit pour les retraités des chemins de fer. Sur la voie ferrée, il n'est jamais passé qu'un seul train.
Une couverture remontée jusqu'à la poitrine, mon grand-père était assis dans son fauteuil en cuir. Depuis ce jour-là, sans explication, il n'a plus voulu le quitter. Comme il faisait bon, on l'a laissé faire. Par la suite, on a construit autour de lui une cahute provisoire dont les cloisons sont vite et facilement démontables par beau temps. Une feuille de papier goudronné clouée tient lieu de toit. Derrière le grand-père, il y a la ferme, et un peu plus loin, le premier corps de bâtiment, c'est l'auberge. Sur le menu, il y a toujours abondance de choix. Mais la serveuse dit éternellement qu'aujourd'hui, telle chose manque, qu'on n'a plus de ceci, qu'on ne trouve pas de porc en ce moment, que le boucher les approvisionne mal. En revanche, il reste toujours du poisson, de plusieurs sortes. C'est rituel, depuis que l'auberge existe. Les tables sont séparées par des aquariums dans lesquels sont emprisonnés des carpes, des truites, et aussi quelques vrais poissons exotiques, dont une anguille électrique capable d'envoyer de fortes décharges. Mais cela, on ne les sortira jamais de l'eau pour les apprêter en mai. Où les cuisines trouvent-elles leurs poissons? Mystère. Quand j'ai faim, j'ai très faim, lit-on sur les aquariums. Et quand on jette des miettes dans l'eau, les voraces se les disputent. Une fois, le grand-père a laissé entendre que toutes ses vertèbres étaient brisées, du moins en avait-il l'impression. Si elle tenait d'aplomb, c'était parce qu'il était bien appuyé au dossier du fauteuil. Mais s'il se levait, tout tomberait en miettes, comme un tas de cailloux. D'ailleurs, cela se voyait à sa clavicule. Le fait qu'il ne pouvait effectuer un certain mouvement de rotation de l'épaule que d'un côté et, prétendait-il, pas de l'autre, était pour lui la preuve que sa clavicule n'était plus solidement rattachée à sa colonne vertébrale. Le grand-père est resté 11 ans dans son fauteuil. Puis il s'est levé, il est allé à l'auberge derrière sa cahute, a commandé un repas, mangé du poisson, et lorsqu'il a voulu payer, l'argent qu'il avait en poche n'avait plus de valeur. Les billets étaient périmés depuis des années. Le grand-père est ensuite allé rendre visite à sa vieille sœur, il s'est étendu sur le lit, et une fois de plus a refusé de bouger. Ma grand-mère ne comprenait plus rien. Mais la sœur, elle, comprenait. Tous les jours, la grand-mère venait raisonner le grand-père pour qu'il se lève, mais il ne voulait rien entendre. Au bout de 9 mois, elle ne vint plus tous les jours, mais seulement une fois par semaine. Et cela continuant ainsi pendant 42 ans. Pour leur noce d'or, elle vint 2 fois dans la même semaine, 2 jours consécutifs, parce que leur anniversaire de mariage tombait la veille de sa visite régulière. La grand-mère avait un long trajet à faire, aussi prenait-elle le tram. Cependant, au bout d'un certain nombre d'années, la ligne de tram fut supprimée, les rails arrachés, et bientôt on inaugura une ligne d'autobus. Le jour où la grand-mère venait, elle emportait les bottes du grand-père, les lui montrait et essayait de le persuader qu'il fallait les mettre et se lever. 42 ans après, un petit malheur arriva. Les voyageurs qui se bousculaient ont éjecté du bus la grand-mère. Elle perdit le sac en plastique avec les bottes, et avant qu'elle puisse les ramasser, le bus qui démarrait était passé dessus. Quoi faire? Avant d'aller voir le grand-père, la grand-mère acheta une nouvelle paire de bottes. Quand il les vit, la curiosité l'emporta. Il voulut savoir si elles n'étaient pas trop étroites. Il les enfila, se leva et partit avec la grand-mère. 2 ans et demi plus tard, le grand-père est mort un soir en rentrant d'un concours de quilles où il avait gagné toutes les parties. Il mourut de joie. C'en était trop pour son cœur usé. Au matin, j'avais atteint la périphérie de Paris. Mais les Champs-Élysées étaient encore à une demi-journée de marche. Je les gagnais à pied. Des pieds si recrus de fatigue que je n'avais même plus conscience de marcher. Samedi 14 décembre. Il me reste à ajouter ceci. Je suis allé voir la Almerine. Elle était encore fatiguée et marquée par la maladie. Quelqu'un lui avait sûrement dit au téléphone que j'étais venu à pied. Je ne voulais pas le lui dire. J'étais gêné et j'ai posé mes jambes endolories sur un deuxième siège qu'elle avait poussé vers moi. Dans ma gêne, un mot me traversa à l'esprit et comme la situation était déjà étrange, je le lui dis. Ensemble, lui dis-je, nous ferons cuire un feu et nous arrêterons les poissons. Alors elle me regarda avec un fin sourire et comme elle savait que j'étais de ceux qui marchent et partant sans défense, elle m'a compris. Pendant
Pendant un bref instant tout de finesse, quelque chose de doux traversa mon corps exténué. Je lui dis « Ouvrez la fenêtre. Depuis quelques jours, je sais voler. » Marguerite Duras publie en 1990 La pluie d'été. Elle l'écrit, ou plutôt le dicte, depuis une chambre d'hôpital, reprenant les héros de son film Les Enfants, tourné à Vitry-sur-Seine 6 ans plus tôt, en 1984. Isabelle va vous lire les premières pages de l'ouvrage. Les livres, le père les trouvait dans les trains de banlieue. Il les trouvait aussi séparés des poubelles, comme offerts après les décès ou les déménagements. Une fois, il avait trouvé La vie de Georges Pompidou. Par 2 fois, il avait lu ce livre-là. Il y avait aussi des vieilles publications techniques, ficelées en papier près des poubelles ordinaires, mais ça, il laissait. La mère aussi avait lu La vie de Georges Pompidou. Cette fille les avait également passionnés. Après celle-là, ils avaient recherché des vies de gens célèbres. C'était le nom des collections. Mais ils n'en avaient plus jamais trouvé d'aussi intéressante que celle de Georges Pompidou, du fait peut-être que le nom de ces gens en question leur était inconnu. Ils en avaient volé dans les rayons occasion devant les librairies. C'était si peu cher les vies que les libraires laissaient faire. Le père et la mère avaient préféré le récit du déroulement de l'existence de Georges Pompidou à tous les romans. Ce n'était pas seulement en raison de sa célébrité que les parents s'étaient intéressés à cet homme-là. C'était au contraire à partir de la logique commune à toutes les vies que les auteurs de ce livre avaient raconté celle de Georges Pompidou, si évident que cet homme ait été. Le père se retrouvait dans la vie de Georges Pompidou et la mère dans celle de sa femme. C'étaient des existences qui ne leur étaient pas étrangères et qui même n'étaient pas sans rapport avec la leur. Sauf les enfants, disait la mère. C'est vrai, disait le père, sauf les enfants. C'était dans le récit de l'occupation du temps de la vie qu'il trouvait l'intérêt de la lecture des biographies et non dans celui des accidents singuliers qui en faisaient des destinées privilégiées ou calamiteuses. D'ailleurs, à vrai dire, même ces destinées-là, parfois, elles ressemblaient les unes aux autres. Avant ce livre, le père et la mère ne savaient pas à quel point leur existence ressemblait à d'autres existences. Toutes les vies étaient pareilles, disait la mère, sauf les enfants. Les enfants ne savaient rien. C'est vrai, disait le père. Les enfants ne savaient rien. Une fois, ils avaient commencé un livre. Les parents le finissaient toujours, même s'il s'avérait très vite être ennuyeux et si sa lecture leur prenait des mois. Ainsi en était-il du livre d'Édouard Herriot, La forêt normande, qui ne parlait de personne, mais seulement du début jusqu'à la fin de la forêt normande. Les parents, c'étaient des étrangers qui étaient arrivés à Vitry depuis près de 20 ans, plus de 20 ans peut-être. Ils s'étaient connus là, mariés là, à Vitry, de carte de séjour en carte de séjour. Ils étaient encore là à titre provisoire, depuis, oui, très longtemps. Ils étaient des chômeurs, ces gens. Personne n'avait jamais voulu les employer parce qu'ils connaissaient mal leurs propres origines et qu'ils n'avaient pas de spécialité. Eux, ils n'avaient jamais insisté. C'est à Vitry aussi que leurs enfants étaient nés, y compris l'aîné qui était mort. Grâce à ces enfants, ils avaient été logés. Dès le deuxième, on leur avait attribué une maison dont on avait arrêté la destruction en attendant de les loger dans un HLM. Mais ce HLM n'avait jamais été construit. Et ils étaient restés dans cette maison, 2 pièces, chambre et cuisine, jusqu'à ce qu'un enfant arrivant chaque année, la commune ait fait construire un dortoir en matériaux légers, séparé de la cuisine par un couloir. Dans ce couloir dormaient Jeanne et Ernesto, les aînés des 7 enfants. Dans le dortoir, les 5 autres. Le secours catholique avait fait don de poêle à mazout en bon état. Le problème de la scolarisation des enfants ne s'était jamais sérieusement posé ni aux employés de la mairie, ni aux enfants, ni aux parents. Une fois, ceux-ci avaient bien demandé qu'un instituteur se déplace jusqu'à eux pour enseigner à leurs enfants. Mais on avait dit, quelle prétention? Et puis quoi encore? Voilà, ça s'était passé comme ça.
Dans tous les rapports de la mairie les concernant, il était fait état de la mauvaise volonté de ces gens et de l'obstination étrange qu'ils mettaient à s'y tenir. Ces gens lisaient donc des livres qu'ils trouvaient soit dans les trains, soit aux étals des librairies d'occasion, soit près des poubelles. Ils avaient bien demandé d'avoir accès à la bibliothèque municipale de Vitry, mais on avait dit il ne manquerait plus que ça. Ils n'avaient pas insisté. Heureusement, il y avait eu les trains de banlieue où trouver des livres et les poubelles. Le père et la mère avaient des cartes de transport gratuits à cause de leurs nombreux enfants et ils allaient souvent à Paris aller et retour. Ça, c'était surtout depuis cette lecture sur Georges Pompidou qui les avait tenus pendant 1 an.